Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de Man Machine. Il est pile 11 heures, nous attendons encore quelques instants pour accueillir les participants. Ça y est, on voit que les uns et les autres se connectent. Bienvenue en tout cas dans cette session. Donc avant de passer la parole à Stéphane, je vais vous présenter les activités de Man Machine, qui est un groupe européen fondé en Allemagne et principal revendeur et partenaire d'Autodesk pour toutes les solutions de CAO, CFAO, non du BIM, très grosse expérience de plus de 40 ans et qui en France est présent à Paris avec une vingtaine de collaborateurs pour vous accompagner sur toutes les problématiques BIM dans le bâtiment, l'industrie et l'infrastructure. Donc, Man Machine propose un certain nombre de logiciels qui peuvent vous aider dans vos projets de conception, de construction, de maintenance de vos bâtiments. Et ce qui nous intéressera aujourd'hui tout particulièrement, c'est la liaison entre Revit et Enscape pour tout ce qui va être rendu 3D de vos projets. Nous vous proposons également de mettre à jour votre parc informatique avec des machines Lenovo qui sont particulièrement adaptées pour pouvoir utiliser les logiciels d'architecture et de 3D. Et puis pour utiliser au mieux l'ensemble de vos logiciels, Man Machine vous propose un large catalogue de formations à la fois sur les logiciels, qui sont d'ailleurs certifiants derrière Autodesk, mais également sur des parcours BIM pour vous permettre de mieux appréhender les concepts et devenir un expert du BIM avec plusieurs niveaux, modeleur, coordinateur, BIM manager, selon les besoins de votre métier. Et dernièrement, Man Machine a complété son offre de service avec des offres de conseils pour vous embarquer de A à Z dans les projets BIM, mobiliser vos équipes, informer sur les bienfaits du BIM, vous former, certifier, mais également vous mettre dans un processus d'évaluation continue pour évoluer dans votre pratique du BIM. Bien sûr, vous pouvez retrouver toute l'actualité de Man Machine, que ce soit sur Internet, donc sur notre site, sur les réseaux sociaux, et également sur notre dernier né, le podcast de Man Machine, sur lesquels nous parlons très régulièrement du BIM, des astuces logicielles et toutes les tendances du marché. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse entre les mains de Stéphane pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donner vie à vos projets Revit sur Enscape. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue effectivement dans ce webinaire. Je vais vous activer le partage d'écran. Vous devrez normalement tous voir mon écran. Et on va donc s'intéresser aujourd'hui au sujet qui est donc la visualisation avec Revit. Alors, je vais vous montrer mon petit projet Revit, qui n'est pas un si petit projet que ça d'ailleurs, qui est donc un projet de démonstration qui vient directement de chez Enscape. Ce projet-là est assez complet, vous allez voir. Et ce qui va être intéressant avec Enscape, c'est vraiment donc Enscape va s'intégrer comme un add-in dans Revit. Vous allez avoir la petite palette en haut et vous allez avoir une interface qui, vous allez voir, être relativement simple. Vraiment, pour les gens qui connaissent pas du tout la visualisation, on peut retrouver des petites choses qui sont des fois effectivement un peu obscures, mais elles sont peu nombreuses dans Enscape parce qu'Enscape a vraiment un but, c'est de rendre la visualisation le plus accessible possible pour tous. Donc, en termes d'outils, on va retrouver ici donc tout en haut à gauche le bouton pour lancer en fait tout simplement la vue Enscape. Vous allez avoir bien sûr la possibilité de lancer depuis une vue que vous souhaitez ici. Ensuite, on a la possibilité de créer des images ici directement dans les documents en fait de Revit. Donc ça veut dire que vous aurez votre vue photoréaliste directement dans les documents. Vous avez la bibliothèque de ressources, de matériaux, l'éditeur de matériaux, tout ça on va le voir. Hein. La gestion des téléchargements, donc vous allez pouvoir partager des panoramas, des visites virtuelles en ligne, etc. La gestion des sons, les paramètres généraux, très important. Enscape fonctionne très bien avec les cartes Nvidia. Donc dans la partie rendue ici, vous voyez que il y a beaucoup de choses qui sont liées donc à Nvidia et qui vont vous permettre en fait, si vous avez une carte Nvidia de type RTX notamment, de gérer des technologies très récentes et qui sont très performantes et qui vont vraiment améliorer les performances d'Enscape. Donc ça vaut le coup d'avoir une carte graphique de type Nvidia. Je ne suis pas sectaire, hein, les cartes AMD sont de bonnes cartes aussi. Mais concrètement aujourd'hui effectivement sur le marché du rendu, les cartes Nvidia sont quand même un peu plus mises en avant.
Alors, il y a aussi un petit bouton feedback aussi, ça, j'en parle pas vraiment, mais ça peut être important. Si vous avez des remarques à faire quand vous installez Enscape à l'équipe de développement d'Enscape, vous pouvez utiliser ce bouton-là pour leur faire des remarques. Ils ont ce qu'on appelle un backlog où en fait ils vont intégrer toutes les remarques faites par les utilisateurs et le nombre de fois en fait qu'une remarque arrive va faire grimper en fait dans l'échelle du développement, bah, tout simplement cette remarque et va permettre de l'avoir plus vite. Je vais lancer mon petit Enscape et on va voir un petit peu tout ça ensemble. Alors Enscape c'est quoi? Donc c'est un outil de visualisation qui est très novateur sur le marché. Il y a vraiment cette nouvelle mouvance un petit peu du temps réel qui apparaît. Donc c'est une fenêtre en fait qui va s'ouvrir, qui va être additionnelle à votre fenêtre Revit. Bien entendu, quand vous êtes utilisateur des Revit et d'Enscape, pensez bien que forcément il faut avoir deux écrans pour travailler de manière plus confortable. Là pour la présentation, forcément je suis sur un seul écran, vous vous doutez bien. Et vous allez pouvoir effectivement donc visualiser un petit peu quand même ce que c'est. J'ai une question, j'ai vu là qui me demande pourquoi les cartes ne tournent, Enscape ne tourne pas avec des cartes Intel. Tout simplement parce qu'Enscape est un moteur de rendu temps réel qui demande des performances importantes en termes de rendu graphique. Et les cartes intégrées Intel ne sont pas vraiment performantes, pour être tout à fait honnête. Donc, les cartes AMD, les cartes Nvidia sont à privilégier, que ce soit des cartes dites pro comme les Quadro par exemple, ou les cartes gamer comme les GeForce. Ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je suis sur de la GeForce, hein. Effectivement, ça ne peut pas tourner sur des cartes intégrées. Voilà, ce n'est pas compatible avec ça, comme quasiment toutes les solutions aujourd'hui de temps réel. Donc malheureusement, effectivement, il faudra certainement investir. Je suis désolé, Mohamed. Bref, donc je vais mettre ça de côté ici. On va mettre de l'autre côté Revit et puis on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc vous voyez que j'ai mon modèle Revit. Il a trouvé une vue perspective qui était proche de la caméra que j'avais dans Revit. Je suis forcément peut-être un petit peu loin. Je vais pouvoir double-cliquer pour me rendre un petit peu plus près éventuellement de mon projet. Et vous voyez que donc là, on est vraiment en 100% temps réel. C'est pour ça qu'effectivement sur les cartes intégrées, ça ne fonctionne pas parce qu'on a quand même besoin d'avoir des performances graphiques qui sont importantes pour pouvoir utiliser ces outils-là. Quand je dis importante, attention, hein, je ne veux pas dire que vous avez besoin forcément d'avoir une carte graphique haut de gamme, mais il faudra forcément avoir une carte graphique adaptée à l'utilisation d'Enscape, sachant qu'Enscape tourne très bien sur des cartes graphiques de type GTX série 1000 par exemple, qui sont des cartes qui ont déjà 5 ans, 6 ans pour la plupart. Donc ça tourne très bien même sur des cartes graphiques qui ne sont pas forcément très récentes. Donc, on va regarder un petit peu toutes les fonctionnalités. Je vous ai montré rapidement l'interface dans la partie Revit. Vous avez bien sûr aussi une interface dans la partie Enscape. Et dans Enscape, on va voir un petit peu tout ça au fur et à mesure de la présentation. La première des choses qu'on va regarder, quand on est dans Enscape pour Revit, donc on récupère en fait toutes les données qui sont issues du modèle Revit. Donc dès que vous avez par exemple des matériaux, des objets, etc. qui sont positionnés, vous allez les retrouver directement donc dans Enscape. Ce qui va être intéressant, c'est quand on va vouloir, par exemple, prendre son modèle Revit et aller intégrer des données additionnelles. Donc, quand je dis données additionnelles, vous allez avoir notamment, donc, vous voyez, des véhicules, des végétaux, etc. Tout ça, vous pouvez avoir des données, en fait, des familles Revit qui vont vous servir, donc, à mettre dans votre projet et ça va être interprété par Enscape. Jusque-là, pas de souci, hein, c'est un traitement de données 3D classique. Mais vous allez avoir aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la bibliothèque de ressources. Donc, dans ces cas-là, vous l'avez, en fait, directement ici dans la barre de recherche de l'ADIN, dans la barre d'outils de l'ADIN, pardon. Et vous allez avoir donc ici, vous voyez, donc votre bibliothèque qui est intégrée. Alors là, aujourd'hui, je vous présente la version 3.2 d'Enscape qui est sortie la semaine dernière, il y a pile poil une semaine. Et cette version-là, elle a un petit avantage, notamment pour les gens qui sont sur Revit, c'est que vous allez pouvoir faire des manipulations directement donc dans la vue Enscape. Donc, ce que je vous montre là, en fait, cette bibliothèque de ressources, auparavant, en fait, on prenait un objet, on le téléchargeait et on le plaçait dans son modèle Revit. Vous savez tous que quand on est sur une vue axonométrique comme ça, c'est pas forcément super évident de travailler. On est obligé de passer sur des vues plans pour bien placer son objet, etc. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, avec la 3.2, c'est une nouveauté. Vous pouvez accéder donc à la bibliothèque de ressources directement en fait depuis la fenêtre Enscape. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir faire mes manipulations directement dans cette fenêtre-là. Et ce qui va être intéressant, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller par exemple du côté du trottoir ici. On va aller chercher ici des personnages. Et donc là, je vais pouvoir retrouver des personnages. Donc vous voyez qu'on a tout un tas de personnages qui sont intégrés. La bibliothèque aujourd'hui de ressources Enscape, elle contient, alors vous voyez qu'il y en a des nouveaux qui sont apparus avec la 3.2 aussi. Elle contient à peu près cette bibliothèque-là, 2700 objets. Donc vous allez avoir quand même pas mal de choix. Vous cliquez sur votre personnage, vous le placez. Ok, donc jusque-là, rien de très compliqué. Vous pouvez prendre votre personnage, modifier sa position à n'importe quel moment. Vous pouvez en prendre d'autres. Donc tout ça se fait, vous voyez, de la manière la plus naturelle possible.
C'est ça qui est excellent vraiment avec Enscape, c'est que là, je suis vraiment en train de travailler dans ma fenêtre directement de travail ici, Enscape. J'ai un bouton appliquer les modifications en bas et quand je les applique, il va donc télécharger les modèles 3D, les positionner en fait dans mon modèle Enscape et je vais pouvoir donc les retrouver en rendu réaliste. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est bon, super. Il a fallu un petit temps d'adaptation. Je pense que c'est parce que je suis en webinaire et du coup, je suis en train de streamer avec ma carte vidéo et ça prend un petit peu de performance. C'est pas très grave. Donc, vous voyez que le modèle a été intégré directement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, je le positionne directement donc dans Enscape. Ce que vous faites en fait dans Enscape, ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, je peux retourner avec ma fenêtre sur la partie droite. Si on regarde, vous voyez que là, bah, sur le trottoir, le personnage a bien été ajouté. Donc le personnage est bien aussi dans la maquette Revit. Tout ce que vous allez ajouter en fait dans la partie Enscape, vous allez le retrouver donc directement dans Revit. On va retrouver tout un tas de choses. Alors bien sûr, il va y avoir du mobilier, des végétaux, etc. Des éléments de rue, des éléments d'éclairage, des végétaux, vous voyez qu'il y en a 644, donc vous voyez, je vous disais 2768 objets. On a des véhicules, on a tout un tas de choses comme ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez avoir des outils en fait dans Enscape qui sont assez pratiques à l'utilisation que vous n'auriez pas par exemple par défaut dans Revit. Donc si on revient effectivement sur la fenêtre Enscape et que je prends par exemple, tiens on va se mettre là, je vais pouvoir donc aller, si on reprend par exemple encore des personnages, dans ici les outils de positionnement de masse. Donc là en fait ça, quand je l'active, j'ai plusieurs possibilités. Par exemple, je vais pouvoir définir une forme rectangulaire où je vais dire je vais d'un point A à un point B. Et ce point-là, en fait, je vais pouvoir donc, dans cette zone-là, alors je peux définir la largeur, on va le mettre peut-être un petit peu plus large. Voilà. Dans cette zone-là, en fait, je vais pouvoir aller sélectionner des éléments. Donc, je peux prendre des éléments comme ça, et vous voyez qu'automatiquement, en fait, il va remplir la zone. Je peux choisir la densité ici, et du coup, je vais pouvoir donc comme ça avoir un effet un petit peu plus naturel de positionnement en fait de mes personnages, où il y en a certains qui vont être groupés, etc. Et ce qui rend le tout beaucoup plus pratique. Donc à tout moment, vous voyez que je peux en enlever, en rajouter, etc. Ce qui fait que ça rend vraiment la chose très naturelle en termes d'utilisation. Et toujours pareil, quand j'ai terminé, donc je vais confirmer le positionnement, appliquer les modifications pour voir automatiquement donc mes modèles importés directement donc dans la maquette Enscape et repositionner donc à partir de l'opération que j'avais faite. Ah oui, donc c'est la fenêtre Revit qui est en attente, c'est ça le petit message. Hop, donc on va le laisser terminer. Et une fois qu'il va avoir terminé, il va m'importer donc tout ça. Donc il va les mettre dans Enscape. Il va bien sûr reprendre la position d'Enscape et les positionner dans Revit. Et je vais obtenir donc le résultat à l'écran. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel objet. Vous avez des positionnements par matière pour remplir directement en fait une zone de matière. Vous avez des positionnements avec des formes circulaires ou des positionnements avec des formes rectangulaires. Donc vous voyez que c'est très pratique à l'usage, sachant que tous les éléments que vous avez positionnés, vous pouvez bien sûr les repositionner par la suite pour les bouger si vous le souhaitez et appliquer les modifications. Donc, bien sûr, encore une fois, les modifications impactées sur les modèles placés en masse comme ça impactent le modèle final, donc Revit, par la suite. Donc là, si je repasse dans Revit et que je regarde ma zone qui est juste en dessous là, voilà, j'ai bien mes personnages, effectivement, vous voyez, qui sont positionnés. Donc jusque-là, rien de très compliqué. On va avoir, bien sûr, toute une partie très importante aussi, qui va être la partie vraiment des matériaux. Donc là, on a vu pour l'instant la partie des objets. Euh, et je regarde, j'ai toujours une question de Mohamed qui me dit généralement pourquoi on n'a pas de personnage africain. Alors, ça dépend en fait de l'outil de visualisation. Dans Enscape, il y en a beaucoup. Il y en a quand même hein, des personnages typés africains. Vous en avez. Après, ça dépend en fait juste de l'éditeur. Enscape, soit il travaille avec des fournisseurs, donc c'est le cas de 3D People. Si 3D People, par exemple, ils sont au fin fond de la Bulgarie et qu'ils n'ont pas photo-scanné en fait des personnages africains, effectivement, vous allez avoir le problème. Si j'avais par exemple une société qui était basée en Afrique qui serait partenaire en fait euh, partenaire d'Enscape, on aurait le problème inverse. Donc le problème, à mon avis, Mohamed, il se situe juste à ce niveau-là. C'est soit une question de temps, parce que de toute façon, ils vont forcément en intégrer s'il en manque. Et encore une fois, n'oubliez pas d'utiliser le bouton feedback pour vraiment revenir vers eux et leur faire des demandes à ce niveau-là. Le pont n'est pas visible, Emmanuel, parce que tout simplement, j'ai décidé qu'il n'était pas visible. Juste pour la présentation, pour pouvoir avoir quand même une vue dégagée ici. Donc c'est moi qui ai décidé de le mettre invisible. Vous pouvez bien sûr masquer tout ce que vous décidez de masquer en fait à la visualisation sera masqué à la visualisation dans Enscape.
Ensuite, donc je vous disais, on a vu la partie des objets, on va regarder un petit peu la partie des matériaux. Donc vous voyez que des matériaux, on en a tout un paquet en fait qui sont déjà gérés automatiquement dans Enscape. Ça, c'est la conversion automatique des textures en fait que vous auriez sur vos géométries 3D dans votre modèle Revit, qui vont être interprétées par Enscape. Il y a un truc qui est très pratique avec Enscape, c'est ce qu'on appelle le naming, le nommage. Donc les matériaux Revit, les textures, quand elles vont avoir un nom, ce nom-là, en fait, va faire référence à un matériau dans Enscape. Par exemple, si vous avez une texture qui s'appelle grasse comme herbe, quand Enscape, vous allez lancer Enscape, il va interpréter le nommage et automatiquement, il va détecter le mot grasse et il va vous faire pousser de l'herbe. C'est le cas, par exemple, ici sur le matériau, je pense au sol, là. Voilà, donc vous voyez qu'automatiquement, il a mis de l'herbe 3D, donc de l'herbe qui est animée. Et cette herbe-là, bien sûr, utilise la couleur des pixels qui est en dessous. D'accord? Donc vous pouvez changer en fait cette matière-là pour éventuellement changer la couleur si vous le souhaitez. Et ça va être le cas pour tout. Dès que vous avez par exemple plastique, ça va mettre du plastique. Dès que vous aurez marqué métal dans un nom de matériau, vous aurez du métal, un effet métal directement dans Enscape. Donc vous voyez que cette relation en fait entre le modèle Enscape et le modèle Revit est constante et permanente. On est vraiment sur une synchronisation. D'ailleurs, on va pouvoir synchroniser aussi, par exemple, les caméras. Si je pense, par exemple, ici aux vues que j'ai, donc là, je regarde dans ici, on va prendre par exemple le Coffee Bar. Donc, vous voyez que j'ai une vue effectivement qui est prévue ici dans Revit. Si je vais dans le gestionnaire de vue, par exemple ici, là, je peux choisir en fait la même vue. Donc, je peux dire Coffee Bar et automatiquement, Enscape va donc aller me sélectionner en fait la vue Revit et me l'appliquer. Ah, il ne l'a pas fait. Si, voilà. Donc du coup, vous voyez qu'il y a ce petit délai là, mais il m'a bien retrouvé en fait directement la vue. Alors je peux activer le ratio final pour être dans le ratio d'image finale, hein. Moi, je vous le laisse en plein écran pour que ce soit un peu plus agréable. Et donc, vous voyez que je me balade vraiment donc à partir de la vue. Donc, je peux sauvegarder comme ça des vues en fait, vue 3D ici directement dans Revit. Ces vues 3D seront récupérées donc soit par ici l'outil document actif, soit par le gestionnaire de vue qu'on a ici. Le gestionnaire de vue me permet en fait automatiquement d'aller récupérer en fait la position des caméras que j'avais donc c'était dans Revit. Et donc vous voyez que là effectivement j'ai tout un tas de matériaux qui sont déjà positionnés aussi sur l'intérieur. Ce qui va être intéressant si je prends par exemple un élément comme celui-ci. Ta, ta, ta. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc le sol. Donc si je vais dans modifier le type, je devrais avoir normalement des matériaux. Si je prends peut-être plutôt sur un élément extérieur, on va regarder peut-être sur la façade, si c'est un peu plus évident. Alors celui-là, par exemple, qu'est-ce que j'ai? Structure, modifier. Donc là, je vais avoir effectivement des matériaux, vous voyez, intérieur white wall et briques extérieures, d'accord? Eh ben, pour modifier en fait cet élément-là, je vais pas le modifier en fait dans Revit, je vais utiliser donc bien sûr ici hop, mon add-in ici Enscape et je vais avoir ce qu'on appelle l'éditeur de matériaux. Alors, si vous n'avez pas de matériaux sur votre maquette et que vous voulez mettre des matériaux directement prêts en fait à l'utilisation, vous avez une bibliothèque de matériaux. La bibliothèque de matériaux, c'est exactement en fait comme la bibliothèque de ressources d'objets. Vous avez 300 matériaux là. Ces 300 matériaux-là, en fait, vous pouvez les importer. Donc, vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez, les importer en fait, et ça va se mettre directement donc dans vos familles, dans vos matériaux Revit, et vous pourrez les appliquer par la suite donc directement sur vos géométries. Une fois qu'ils sont appliqués, vous allez les retrouver donc dans l'éditeur de matériaux. Donc là, c'est le cas, par exemple, je pense de la brique. Si je sors et que je regarde, voilà, là, vous voyez cette brique-là, à mon avis, c'est une brique qu'on peut retrouver effectivement donc directement dans la liste ici. Donc, si je tape brique, voilà, donc je l'ai. Alors, j'en ai plusieurs. Je pense que c'était celle-là parce que j'ai vu une petite faute d'orthographe. Ouais, c'est celle-là. Donc là, vous voyez qu'effectivement, j'ai une brique qui va être en fait déterminée en termes d'effet de géométrie par ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est la photo, en fait, c'est la texture de la brique, c'est la photo de la brique. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la texture de hauteur, donc ce qui va me permettre de faire du relief. Donc là, j'utilise une texture, vous voyez, qui est légèrement violette, rose, comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une normal map, qui va me créer en fait un effet de relief. On va en reparler de tout ça, ne vous inquiétez pas. Et on a aussi ce qu'on appelle donc la partie reflet, où là, on va travailler avec ce qu'on appelle des matériaux dits PBR, des matériaux physiquement corrects, donc Physically Based Rendering. Donc, c'est des matériaux dits physiques qui vont marcher donc soit avec une texture qui va définir en fait ce qu'on appelle la rugosité en fait de la matière. Plus c'est foncé, plus c'est noir, plus il y a de la rugosité et inversement. Donc du coup, je vais pouvoir, si je le souhaite, enlever ça pour vous montrer manuellement ce que ça donne. Donc là, j'ai un curseur de rugosité et plus je vais vers 0, plus je vais être net. Alors si jamais je mets même ça à 0 pour bien vous montrer. Donc voilà, je suis à 0% de rugosité. Vous voyez qu'en fait, ça veut dire que ma texture n'est pas rugueuse, elle est totalement plane.
physiquement. Donc du coup, je vais avoir des reflets qui vont être nets, d'accord? On voit le ciel dans la réflexion comme si j'étais sur du miroir. Et plus je vais mettre de la rugosité, plus je vais flouter en fait ce reflet-là, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, quand on va additionner en fait la totalité, alors là, à tout moment, si je veux mettre 30% précisément, je peux mettre 30. Quand on va additionner en fait tous les effets les uns avec les autres, eh bien, on va obtenir un matériau qui va être voilà, beaucoup plus juste visuellement, d'accord? Vous avez la possibilité, bien sûr, de créer vos propres matériaux depuis en fait l'éditeur de matériaux. Il va interpréter automatiquement donc la modification et la mettre dans la maquette Revit. Donc là, par exemple, je peux enlever cet élément-là, vous voyez, qui va me conserver la partie reflet et relief, mais je peux importer une nouvelle texture si je le souhaite. Là, par exemple, je peux aller dans les briques. Qu'est-ce que je vais avoir ici? White, white. Ouais, on va prendre ça là, tiens, ça peut être intéressant. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est une brique blanche, ouais, pourquoi pas. Donc on va utiliser cette brique blanche là. Ou tiens, non, on pourrait mettre une brique noire, ça peut être sympa. Allez, on va mettre une brique noire. Donc je vais mettre une brique noire, je l'importe. Donc là, en fait, il me prend un petit temps d'importation parce qu'il va devoir la mettre bien sûr dans le modèle Enscape et il va l'interpréter et la positionner dans le modèle Revit. Vous voyez qu'il y a eu un petit refresh là dans Revit. Donc le modèle Revit a été impacté. Ensuite, ça, je le supprime, hein, j'en ai pas besoin. Je vais vraiment aller utiliser donc le relief ici que j'ai moi. Donc là, pareil, il va me l'interpréter. On attend un petit peu. Et donc là, on va regarder tout ça. Donc là, maintenant, j'ai, vous voyez, une brique qui fait 1 mètre par 1 mètre. Je vais faire un relief qui va faire 1 mètre par 1 mètre. Je peux changer tout ça à tout moment. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que vous n'avez pas de manipulation à faire vraiment dans votre modèle Revit. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire tout directement dans Enscape. Et Revit va être impacté automatiquement. Je peux aussi éventuellement là passer ce qu'on appelle en texture de déplacement. Il va interpréter ça comme de la vraie matière. Alors, je vais peut-être pas abuser sur ça, mais on va voir qu'en fait, vous voyez qu'il y a un effet de profondeur qui va être simulé. Donc ça, c'est super intéressant, c'est que vous pouvez, voyez, le faire en temps réel et vous allez vraiment avoir le joint qui va se creuser. Il est vraiment donc en train de simuler du relief en temps réel et ça, c'est ce qu'on appelle du displacement en 3D. Et c'est ce qui fait que je vais avoir vraiment un rendu super réaliste. Donc vous voyez que ma brique a été interprétée très rapidement et j'ai donc positionné donc cette brique noire sur tous les endroits où cette brique était positionnée en fait à la base dans mon modèle Revit. Donc c'est ultra pratique. Ensuite, donc on a vu un petit peu la partie des matériaux. On va regarder un petit peu aussi la partie des lumières. On n'a pas vu pour l'instant effectivement les lumières en tant qu'objet. Bien sûr, dans les objets, les ressources, la bibliothèque de ressources, vous avez accès à des luminaires. Donc des luminaires comme par exemple dans la rue ici, je dois avoir des lampadaires. Voilà, ceux-là là. Donc ça, c'est des objets, c'est des ressources Enscape. Vous voyez, Enscape Asset Definition, Streetlight. C'est des assets directement dans Enscape. Et pour tester vos lumières, là, je suis en plein jour. C'est intéressant, mais moi, j'aimerais bien éventuellement visualiser mes lumières, par exemple, plutôt sur une vue de nuit. Ben, je vais pouvoir donc, avec le clic droit et la touche Shift, passer les heures du jour. Et donc, vous voyez que l'intérêt du temps réel, c'est que là, hop, je peux directement, par exemple, passer la nuit pour voir donc les effets. Donc, vous voyez que les lampadaires de rue, eux aussi, émettent de la lumière. On a les voitures qui émettent de la lumière. Tout émet de la lumière. Tout est prévu pour, entre guillemets, vous faciliter la tâche. Si vous êtes bien sûr adepte de l'utilisation des familles Revit, vous pouvez aussi utiliser les familles Revit. Si je retourne par exemple dans le Coffee Bar, vous voyez que là il y a des lumières. On va aller par exemple donc dans la vue Coffee Bar, voilà, tac. Et donc là effectivement, alors on va repasser peut-être un peu la nuit. Vous voyez que toutes les lumières sont interprétées. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez vraiment deux manières de procéder. Soit vous travaillez avec la bibliothèque en fait de ressources Enscape et vous placez vos lumières depuis la bibliothèque de ressources. Mais parfois, vous pourriez avoir votre propre modélisation. C'est le cas, par exemple, ici des spots, qui sont des spots que j'ai intégrés en tant que famille dans Revit, hein. Ces spots-là, si je les sélectionne, là, pareil, je peux aller dans modifier le type. Normalement, je devrais avoir, voilà, tout en bas, vous voyez que j'ai des informations. Par exemple, je peux changer l'intensité, la couleur. Donc là, l'intensité, je peux dire, c'est pas une ampoule de 100 watts, ça va être une ampoule de 400 watts. Je vais dire OK. Quand je fais appliquer et que je vais dire OK, ça va être interprété. Donc tout ce que j'ai fait là va impacter en fait le modèle. Vous voyez que là, la lumière est beaucoup plus forte sur le plan de travail. Donc la lumière est plus forte parce que je l'ai modifiée dans Revit. Donc vous voyez qu'on peut utiliser vraiment les familles Revit. On peut aller assez loin comme ça, hein. Il y a pas mal de réglages assez précis, donc vous pouvez changer la couleur si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi normalement, je crois qu'on l'a, oui on l'a là. Tenez, voyez, il y a un petit fichier qui s'appelle un fichier .ies. Alors je peux changer l'angle de l'inclinaison, etc. Le fichier IES là, c'est intéressant. Je vais pouvoir aller en chercher un personnalisé. Donc là, par exemple, j'ai les IES de Revit. Moi, je voudrais, par exemple, tac, aller chercher un IES à moi. On va mettre ça. Un fichier IES,
c'est la manière dont éclaire en fait la lumière dans l'espace 3D. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de simuler la vraie lumière du fabricant, donc de la marque de luminaire, dans votre modèle 3D. Et ça, Enscape le gère. Donc là, par exemple, si je dis IES comme ça, alors je vais peut-être mettre 90 degrés, on va l'orienter vers le sol, appliquer OK. Normalement, théoriquement, là, ça devrait changer. Donc la lumière va être orientée vers le sol à 100%, voilà, et j'ai donc un IES qui a totalement changé. Vous voyez que là, il a une représentation qui est totalement différente. Donc tous les spots dans ma scène qui sont comme celui-là, vont avoir cet effet US. Bah là, pareil, vous voyez, on va le voir ici sur le mur. Là, tous les spots US ont été impactés directement. Donc, ça me permet de gagner du temps et de faire le travail, voilà, soit dans Revit, soit dans Enscape directement. C'est assez simple à utiliser, hein. Vous pouvez changer, par exemple, même les lumières rectangulaires de cette famille Revit là. Je peux la sélectionner, je vais pouvoir changer la taille de mon rectangle, etc., etc. Et donc, vous voyez qu'on va pouvoir comme ça donc faire des ambiances d'éclairage qui sont assez sympas. C'est assez réaliste, ça rend plutôt très bien. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie des lumières. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore dans Enscape ici? Il y a la partie des sons. Alors ça, c'est tout simplement pour placer des sources sonores et vous pouvez importer donc un fichier MP3 donc directement dans votre scène pour éventuellement l'utiliser par la suite. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais vous montrer spécialement aujourd'hui. Je pense pas que ce soit non plus très compliqué à comprendre. Euh, alors j'ai une question Mohamed qui me dit, est-ce que la luminosité peut se calculer sur Dialux et importer le résultat d'éclairage sur Enscape? Là, on récupère les données en fait directement depuis Revit. Donc tout ce que vous mettez comme données dans Revit sera interprété. Ça, c'est une première chose. Je suis pas un expert. Dialux, je connais de nom, jamais utilisé. Je ne connais pas plus que ça pour être tout à fait honnête moi-même. Mais effectivement, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut faire. À partir du moment où les données sont interprétées par Revit, elles seront interprétées par Enscape. Par contre, dans Enscape en tant que tel, non. Tout se fera donc par l'utilisation de familles Revit. Voilà. Donc, si votre famille Revit gère en fait des données effectivement précises d'IES, de température, de couleur, etc., tout ça sera géré par Enscape sans problème. Ensuite, donc, je vous disais, oui, les sons, je vais pas vous le montrer. Vous mettez un son, en gros, et vous allez définir une zone et vous allez avoir le son dans le casque. En démonstration, c'est pas le truc le plus sexy à montrer pour être tout à fait honnête, parce que de toute façon, il y a que moi qui vais l'entendre et vous ne l'entendrez pas. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément super intéressant. Par contre, il y a la gestion des téléchargements que je vous montrerai, mais ça, je vais vous le montrer après. Ce que je vais vous montrer surtout, c'est toute la partie ici qu'on a maintenant dans Enscape. Là, on a vu en fait qu'on pouvait faire effectivement avoir une relation entre ce qu'on fait dans Revit et ce qu'on a dans Enscape. Donc ça, c'est tout ce que vous avez dans Revit, hein, que ce soit du mobilier, des personnages que vous pourriez intégrer dans votre maquette Revit. Tout sera interprété dans Enscape, bien sûr. Ou ce que vous faites dans Enscape, comme je vous montrais tout à l'heure, ce sera interprété dans Revit. Maintenant, il y a la partie vraiment rendu pur. Là, on est vraiment sur effectivement la préparation, par exemple, d'images. Là, je voudrais faire une vue, par exemple, voilà, une vue un petit peu comme ça du coin restaurant-bar. Ça pourrait être intéressant. Je vais déjà commencer par mettre le ratio. Donc là, j'ai mon ratio d'image, d'accord? Ensuite, on va avoir dans la partie ici, tout en haut à droite, ce qu'on appelle les paramètres visuels. Et les paramètres visuels, c'est tout simplement les paramètres de votre vue Enscape, d'accord? On va peut-être plutôt se mettre de ce côté-là, comme ça on a une meilleure vue ici. Donc là, effectivement, je vais avoir plusieurs choses. C'est là en fait que vous allez contrôler le rendu de votre scène, le rendu de ce que vous avez à l'écran dans Enscape. Et ce rendu-là affectera vos panoramas, vos images fixes, vos vidéos et vos visites virtuelles. Donc vous pouvez vraiment setter la totalité en fait de ce que vous avez. Alors, on va commencer. Ici, on a déjà par exemple le style. Donc par défaut, vous voyez que je suis sur un mode aucun, ça veut dire que j'ai ma fenêtre de rendu photoréaliste et je vais pouvoir donc retrouver donc ici l'adjonction de contours. Donc quand je vais mettre des contours, vous voyez qu'il va me surligner en fait les géométries pour donner un côté un petit peu bande dessinée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez adjoindre aussi à tous les autres modes de vue. Alors, on a le mode de vue lumière, je vais vous le mettre, mais honnêtement, moi, j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser vraiment. Bon, si vous avez une bonne utilisation de ça, pourquoi pas? Ça peut être pratique. Mais surtout, on a le côté blanc et polystyrène. Alors, blanc, c'est tout simplement rendu maquette blanche, et polystyrène, ça va être quelque chose qui va avoir un effet de transparence pour toute la luminosité. Donc, vous voyez que ça va rendre des effets quand même assez sympas. Là, visuellement, on est quand même sur quelque chose assez sexy. C'est très facile à régler. Vous pouvez bien sûr contrôler comme ça donc la puissance de vos contours, l'épaisseur de vos contours, et obtenir donc le rendu que vous souhaitez. Donc je vous disais, le mode polystyrène, c'est quelque chose qui va avoir ce qu'on appelle de la transmission. C'est les matières en fait qui vont laisser passer de la lumière en elles, d'accord? Un peu comme une feuille. Si vous mettez une feuille devant un luminaire, vous allez avoir la lumière qui va passer au travers. Là en fait, ça va concerner l'intégralité en fait des objets directement dans Enscape. Donc du coup, ce rendu polystyrène est légèrement différent du mode blanc.
dans le sens où la lumière va circuler un petit peu plus dans le modèle, ce qui peut donner des rendus assez intéressants quand on fait des vues notamment éloignées, un peu typé maquette, avec des lumières qui sont dans la maquette. Voilà, on aura ce côté un petit peu plus papier, etc., un peu cartonné. Donc ça, c'est voilà les modes de vue. Donc on va rester en mode réaliste. Ensuite, on va avoir donc la projection de caméra. Vous voyez que là, par exemple, si je regarde au niveau des murs sur le côté de la caméra ici, j'ai donc une verticale qui part donc avec les fuyantes, donc là, sur l'axe Z, tout simplement parce que je suis vraiment en vue perspective. Vous pouvez bien sûr ici basculer en mode 2 points de fuite si vous le souhaitez. Dans ces cas-là, vous allez avoir des verticales bien droites. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, alors vous avez les vues orthographiques aussi, etc. Vous allez pouvoir contrôler l'exposition de votre scène. Donc, malgré la puissance des lumières, je peux changer l'exposition de ma caméra. Vous avez toujours un petit bouton qui vous permet de revenir à la position standard en fait du curseur quand vous faites des modifications dans Enscape. Et ça pour tous les curseurs, toutes les options en fait qui sont à disposition, ce qui est assez pratique. Ensuite, on a le champ de vision. Donc là, pareil, j'étais sur 90 degrés. On peut considérer peut-être que c'est un peu large. On peut mettre par exemple 66. Voilà, histoire d'avoir un truc un petit peu moins large. Ouais, c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Et on va s'écarter un peu. Hop, voilà, on va se mettre comme ça. On a la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, c'est simple, vous allez l'activer. Donc vous allez en mettre. Et une fois que vous l'avez mise, donc vous voyez qu'il se met en mode mise au point automatique. Je pense que là, je suis tellement proche, à mon avis, de l'objet plante qui est derrière moi, qui doit détecter la plante. Mais je peux le décocher et je vais pouvoir donc définir automatiquement, enfin manuellement, visuellement le point de netteté. Ce qui fait que par exemple, si je mets le point de netteté, vous voyez, sur le bar là-bas près de la serveuse, ben, je vais avoir directement, quand je vais mettre de la profondeur de champ, vous voyez, l'avant-plan qui va être flouté et le point de netteté, lui, sera complètement net. Donc, c'est très simple d'utilisation. C'est assez enfantin et ça marche plutôt très bien. Donc, vous pouvez mettre votre point de focal, vous voyez, par exemple, en avant-plan. Dans ce cas-là, l'avant-plan, lui, sera net et l'arrière-plan sera flou. Donc, ça permet de recentrer l'œil du spectateur sur ce qu'on veut montrer éventuellement sur son rendu, ce qui est plutôt pas mal. En bas, on a la qualité de rendu. Donc, vous avez brouillon, moyen, élevé ou ultra. Là, il m'a mis en élevé automatiquement quand j'ai lancé Enscape. Ça, c'est quelque chose qui définit au lancement d'Enscape en fonction des performances de votre carte graphique. Comme je suis en webinar, à mon avis, il s'est mis en élevé parce qu'il a dû se dire, il y a quelque chose qui utilise la carte graphique, donc je vais pas me mettre en ultra. Théoriquement, je peux quand même me mettre en ultra. J'aurai une meilleure définition donc sur mon affichage ici, mais vous, sur le webinar, de toute façon, à mon avis, comme il y a une légère dégradation de l'affichage, vous ne le verrez pas spécialement donc à l'écran. En tout cas, voilà, le mode élevé ou ultra, c'est la plupart du temps ce que vous aurez sur une carte graphique récente. J'ai jamais vu de mode moyen ou de mode brouillon de mon côté sur les utilisateurs où j'ai vu Enscape tourner. Donc bon, voilà, même sur les utilisateurs qui ont des cartes graphiques pas forcément très performantes, la plupart du temps vous serez en élevé. Voilà. Donc vous aurez une très bonne représentation de votre rendu. Ensuite, on a la partie image. La partie image, elle est assez sympa aussi. Vous allez pouvoir notamment jouer sur les contrastes de votre image. Donc vous voyez qu'on a un mode automatique et que ça change très légèrement. Mais vous pouvez aussi jouer directement sur, par exemple, les hautes lumières. Si vous trouvez que les zones sont un peu trop brûlées, vous pouvez atténuer un petit peu, donc, par exemple, les hautes lumières et inversement avec les contrastes. Vous voyez que si, par exemple, les ombres sont trop marquées, alors vous pouvez les marquer encore plus fort ou vous pouvez les diminuer aussi si vous le souhaitez. Et dans ces cas-là, ça va vous donner quelque chose, vous voyez, d'un petit peu plus éclairé, un petit peu plus typé photo HDR comme vous auriez sur un smartphone. On peut contrôler aussi, bien sûr, la saturation. Donc pour faire du noir et blanc, des effets un petit peu voilà comme ça sympa. Je retourne un défaut. Vous avez aussi la température de couleur, donc plus ou moins froid, plus ou moins chaud. Le mode par défaut est le mode 6600. La balance est plutôt bonne en général. Ça respecte bien les lumières et la couleur des lumières que vous définissez bien sûr sur vos luminaires. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les effets. Alors les effets, il y en a certains qui sont que pour la vidéo, notamment par exemple le flou de mouvement. Quand je vais bouger, effectivement, je vais avoir un flou qui va se créer sur ma caméra. Ce flou-là, ce flou de mouvement qu'on a là, par exemple, quand je bouge assez vite, c'est quelque chose que vous retrouvez bien sûr forcément beaucoup plus sur les vidéos. Donc, vous pouvez le laisser par défaut. Ensuite, on a le lens flare. Ça, c'est quand vous avez des lumières qui sont sur la caméra, notamment, qui vont viser la caméra. Vous allez avoir des effets d'éblouissement. Donc ça, vous pouvez le laisser aussi. Ça peut être sympa, notamment en vidéo. On va avoir le flou lumineux. Alors ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui va créer une sorte de halo autour de vos lumières, autour des surfaces éclairées très fortement, donc les points les plus blancs de votre image. C'est la même chose que le filtre lueur diffuse pour ceux qui connaissent Photoshop que vous retrouvez dans Photoshop. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous l'avez en temps réel. Donc, vous pouvez le définir comme ça directement. Si vous n'en voulez pas, hein, vous le mettez directement à 0. Par défaut, je crois qu'il est réglé voilà, à 15%.
On a bien sûr le vignettage que vous pouvez forcer ou non. Voilà, si vous voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Par défaut, il est à 30. Et vous avez les aberrations chromatiques. Alors ça, c'est quelque chose qui va légèrement décaler, qui va donner un aspect un peu photo sur les lignes droites qui vont pas être net. Vous pouvez le désactiver si vous voulez avoir des rendus qui sont totalement nets. À vous de voir. Ça se voit pas vraiment en webinar, mais là, par exemple, moi, ça, je le vois sur mon écran. J'ai un léger décalage ici entre le blanc et le marron de mon mur qui fait que j'ai une ligne de pixels rouges, entre guillemets, qui va apparaître. C'est ce qu'on appelle une aberration chromatique. Et cet effet-là, donc, que vous auriez avec des appareils photo, avec des lentilles, etc., des effets de lentilles qu'on retrouve dans la vraie vie, sont simulés aussi par Enscape. Bon, moi, la plupart du temps, pour être tout à fait honnête, je les mets à 0, mais vous pouvez les laisser si vous voulez par défaut. Ensuite, on a la partie atmosphère. Ça va forcément plus impacter la partie extérieure. Donc ça, on va le regarder juste après. Je vous montre juste la dernière partie qu'on appelle donc la partie sortie, où vous pouvez contrôler donc bien sûr des résolutions prédéfinies. Donc si je veux mettre par exemple en Ultra HD, je peux mettre en Ultra HD, mais je peux aussi mettre en mode personnalisé. Et là, je choisis vraiment le ratio de mon image, donc les proportions de mon image finale. D'accord? Vous pouvez rendre un carré si vous voulez rendre un carré, une image de type portrait, une image de type paysage, etc. Donc ça, c'est vous qui déterminez tout ça. Vous pouvez exporter des canaux d'ID d'objets, d'ID de matériaux et des canaux de profondeur pour faire de la retouche dans Photoshop si vous le souhaitez. Vous avez ici le format de sortie. Donc là, par exemple, je suis plutôt, vous voyez, sur du JPEG. Et je vais pouvoir mettre une dénomination automatique si je le souhaite. Si jamais j'exporte tout en batch, on peut faire des batchs. Hein. C'est-à-dire que si vous avez 10 vues qui sont prévues dans Revit, les 10 vues, vous pouvez les sortir d'un coup directement à partir d'Enscape. Vous n'avez pas besoin de relancer à chaque fois le calcul pour chaque vue. Ici, on a les paramètres de vidéo qu'on verra tout à l'heure. Donc là, pour exporter une vue, c'est simple. Vous avez un bouton ici, capture d'écran, vous voyez tout en haut à gauche là. Vous sortez votre vue, vous la mettez, on va la mettre par exemple sur le bureau et on va dire enregistrer. Donc par défaut, il va l'appeler Enscape, il va vous mettre la date et l'heure de prise de vue. Là, les performances, ça va être diminué forcément encore une fois parce que ma carte graphique envoie donc le streaming sur GoToWebinar. Sur mon ordinateur portable qui a une RTX 2080 Super, qui est donc la génération d'avant, c'est pas la toute dernière génération de cartes. Pour un rendu en 4K, il faut compter à peu près 5 secondes de calcul. Donc l'avantage d'Enscape, c'est que pour sortir des vues de ce type-là, vous voyez que la qualité est très très bonne. Quand vous n'êtes pas en train de streamer, vous allez avoir à peu près effectivement 5 secondes de calcul pour une vue en 4K sur une série 2000 de GeForce comme j'ai moi. Là, ça prend forcément un petit peu plus de temps, une vingtaine de secondes, je pense environ. J'ai ma montre qui me parle. Hop. Du coup, effectivement, vous allez pouvoir avoir des rendus qui sont extrêmement rapides. Donc ça, c'est quand même super pratique. Donc là, effectivement, si je vais voir sur mon bureau, il m'a calculé donc mon image en 4K. Hein. Donc si je fais clic droit afficher la taille réelle, vous voyez que moi, je suis sur un écran Full HD, donc j'ai vraiment une image en 4K avec toute la définition, etc. associée à ça. Donc, vous pouvez aller jusqu'à du 8K, etc. Vous pouvez même aller encore beaucoup plus loin si vous le souhaitez. Tout dépend en fait des performances de votre carte graphique. Mais sur du 4K, déjà, Enscape s'en sort très bien sur la plupart des cartes. Et c'est une résolution qui est déjà suffisamment élevée pour faire pas mal de choses. Donc, avec le rendu est sympa. On a quand même déjà un beau flou qui va être simulé en avant-plan. On a vraiment une belle définition d'image. Les lumières sont bien respectées, etc. On a quand même une belle qualité. Alors, je vais juste repasser maintenant sur la partie extérieure pour qu'on regarde un petit peu les effets d'extérieur. Donc, tout ce qu'on a ici. On va repasser sur la vue 3D classique. Voilà. Et on va se mettre donc sur l'éclairage de base. Alors là, je suis sur une déformation totale. On va se mettre là-bas, tiens. Voilà. Donc, je vous disais, il y a des petits effets quand même aussi pour la partie extérieure qui peuvent être importants dans les paramètres visuels. Donc, je vais retourner dans les paramètres visuels et on a notamment donc la partie, effectivement, vous voyez ici, atmosphère. Donc dans atmosphère, je vais pouvoir notamment donc aller ajouter du brouillard. Donc je peux mettre du brouillard, contrôler donc sa hauteur, sa densité, etc. Vous pouvez bien sûr à tout moment revenir par défaut. Vous avez la possibilité de contrôler la luminosité du soleil. Ce qui est important avec Enscape, c'est qu'on est vraiment sur du rendu physiquement correct. Quand on est sur du rendu physiquement correct, vous avez deux éléments naturels qui vont émettre de la lumière sur votre projet. Vous avez bien sûr le soleil, mais vous avez aussi le ciel. Donc, ce qui fait que si par exemple je mets la luminosité du soleil, donc le soleil à 0%, vous voyez qu'il reste de l'éclairage parce que l'éclairage est simulé donc uniquement par le ciel. Donc, on a un éclairage dit ambiant qui va vraiment donner, voyez, une ambiance comme ça un peu enveloppante à mon projet. Donc, à vous de voir comment vous contrôlez tout ça en termes d'éclairage, mais vous allez voir qu'on a une autre possibilité juste après. On a la luminosité du ciel nocturne aussi qu'on peut changer. Donc là, c'est juste ici. Hop, vous voyez que vous pouvez changer, donc contrôler cette luminosité-là si vous le souhaitez. Ensuite, on va avoir, je vais repasser plutôt, voilà, il était 7h30, je crois.
On va avoir d'autres petits éléments. Alors, je vais revenir plutôt par là. On va avoir donc la luminosité de l'éclairage artificiel et la netteté des ombres. La netteté des ombres, ça c'est simple. Vous le mettez à 100%, vous avez des ombres qui sont nettes. Vous voyez que là, les ombres du soleil sont tout à fait nettes. Par défaut, il est réglé à 50% et vous pouvez donc diminuer encore si vous voulez avoir une douceur d'ombre un peu plus élevée. Le mode par défaut, il est plutôt très bien, hein. Il respecte vraiment donc bien sûr la netteté de l'ombre en fonction de la distance, ce qui veut dire que quand je suis proche, par exemple, vous voyez que j'ai une ombre qui va être plutôt nette. Alors, je vais juste supprimer la profondeur de champ pour qu'on voit ce que je raconte. Quand on est proche, vous voyez qu'on a une ombre qui est nette, et plus on s'éloigne du sujet, bien sûr, et plus l'ombre va être floutée. D'accord? Donc, on est vraiment sur un effet réaliste en termes d'ombre. Ensuite, on va avoir la luminosité de l'éclairage artificiel. Quand vous êtes en plein jour, des fois, effectivement, vous trouvez que votre éclairage n'est pas assez visible. Vous pouvez le forcer. D'accord? Donc, vous voyez qu'on va voir donc les éclairages, notamment des voitures, aussi apparaître. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire des vues de jour où effectivement une ampoule est visible. Dans la vraie vie, théoriquement, donc quand vous êtes à 100% là, on est sur du physiquement correct. Dans la vraie vie, pour qu'un éclairage artificiel se voit en plein jour en extérieur, il faut vraiment qu'il envoie beaucoup, beaucoup de puissance. D'accord? Donc, c'est la même chose dans Enscape. Quand vous êtes sur Enscape, vous devez effectivement penser que votre éclairage artificiel, s'il est réaliste et que vous mettez votre puissance en lumen, par exemple, ou en watts dans Revit, vous allez avoir une puissance équivalente à la vraie vie. Donc, un éclairage qui fait, par exemple, je sais pas, 1000 lumens, dans la vraie vie en extérieur, 1000 lumens, vous verrez pas d'effet en plein jour parce que l'énergie solaire est beaucoup plus importante que l'énergie artificielle. Euh, Ensuite, on va avoir aussi toute la partie de luminosité ambiante. Alors ça se verra peut-être pas forcément ici. Ouais, ça va pas se voir. Pour vous montrer un peu ce que ça donne, c'est toutes les zones qui sont éclairées en indirect par le soleil. Je dois avoir quelque chose normalement. Est-ce que je l'ai là? Ouais, je dois l'avoir là. Voilà. Cette image-là, elle montre bien le truc. Bon, c'est pas fait avec Revit, c'est fait avec SketchUp, mais c'est le même principe. Donc c'est une image non retouchée d'Enscape où j'ai fait varier juste la luminosité ambiante. Donc là, elle est réglée en standard et là, elle est réglée à 0%. Ce qui fait que vous voyez, en fait, toutes les zones qui sont éclairées en indirect, donc les intérieurs, paraissent beaucoup plus sombres. Pardon. Hop. Voilà. Donc là, c'est standard. Là, c'est 0%. D'accord? Et vous pouvez donc comme ça contrôler, en fait, cet éclairage indirect. En gros, ça va contrôler la circulation de la lumière dans les zones indirectes. Voilà. Et c'est à vous de définir, en gros, ce contraste-là. Donc c'est assez pratique à l'utilisation, ça peut être assez sympa. Ensuite, on a le paramètre du vent qui va effectivement donc influencer les mouvements de tous les arbres qui sont dans la fenêtre Enscape parce que tous les arbres et l'herbe sont animés, l'eau aussi, les nuages aussi, etc. Tout ça, vous le contrôlez donc avec les paramètres du vent, sachant que pour l'eau, vous avez bien sûr un matériau eau, je vous ai pas montré ça, mais pour l'eau, vous pouvez aussi éventuellement bien sûr régler la direction de l'eau indépendamment de la direction du vent si vous le souhaitez. Euh, J'ai Mohamed qui me demandait si on peut définir les points de fuite pour avoir une bonne vue en perspective pour éviter les images qui ont l'impression d'être déformées. Mais en fait, ça, c'est ce que j'ai montré juste avant. En gros, Mohamed, c'est réglé par, je supprime toutes les questions pour pas me perdre, c'est réglé par notamment dans la partie principale ici le champ de vision. Donc déjà, si votre champ de vision il est trop large, vous allez avoir un effet de déformation qui va être énorme, d'accord? Donc faut rester vers des zones réalistes. En général, les zones réalistes c'est entre 30 et 70%, on va dire. Voilà, en fonction de l'effet grand angle que vous voudriez ou non. Vous voyez que si je me mets à 66%, j'ai un effet grand angle, mais j'ai pas une déformation qui est trop prononcée. Ensuite, vous avez la projection. Moi, si je suis en mode perspective, forcément, je vais avoir des redressements qui seront totalement absents. Donc, je vais avoir des fuyantes sur l'axe Z. Donc, vous vous mettez tout simplement en mode de point de fuite. Comme ça, vous aurez des fuyantes uniquement sur la partie horizontale. Ce qui peut être effectivement aussi intéressant. Voilà, donc tout simplement, c'était cette partie-là. Ensuite, on a une partie ici qui est intéressante, c'est la partie ciel. La partie ciel, donc vous pouvez dire par exemple que l'arrière-plan va être totalement blanc. Ça, c'est si vous voulez faire un effet par exemple maquette aussi, vous pouvez mettre un arrière-plan blanc si vous le souhaitez. Sinon, par défaut, quand vous êtes en mode classique, vous avez le ciel landscape. Donc le ciel landscape, il dépend ici de la partie nuage et vous allez avoir aussi une partie horizon qui est importante. Là ici, donc vous voyez que je suis en mode sol blanc, mais je peux mettre par exemple ville ou urbain. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va me changer en fait l'arrière-plan, ce qu'on voit donc là-bas. Et donc ça, cet élément-là, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre d'habiller l'arrière-plan de mon projet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous voyez qu'on peut faire bien sûr une rotation si on le souhaite pour éventuellement aller modifier la position du projet et voir donc la position de l'arrière-plan
et habiller donc l'arrière-plan de mon projet. Ça, c'est sympa pour casser le côté un petit peu infini. Vous voyez, quand vous n'avez pas modélisé, par exemple, le contexte autour de votre bâtiment, mais Enscape va vous permettre comme ça très facilement d'aller mettre des petites ambiances en arrière-plan pour pouvoir donc aller habiller votre arrière-plan et votre horizon. Donc c'est assez sympa et pareil, c'est toujours dans le but de vous faire gagner du temps. Vous voyez que tout ce que je vous ai montré depuis le début de la présentation vous montre bien quand même qu'Enscape est quand même un outil qui est très simple de prise en main. Et le gros avantage du côté temps réel, c'est que je bouge des curseurs comme j'ai les fait directement dans Enscape en temps réel. J'ai pas à me dire qu'est-ce que ça va donner en rendu final. Non, je le vois tout de suite. Le gros avantage d'Enscape, c'est que vous êtes vraiment sur du 100% temps réel. Donc tout ce que vous faites dans votre fenêtre Enscape ici, c'est quelque chose qui sera quasiment identique donc dans votre rendu final. D'accord? Donc ça, c'est super sympa à l'utilisation. C'est ce qui fait qu'Enscape est assez sexy à l'utilisation. Et donc, je vous disais, une fois que vous avez choisi votre arrière-plan, vous allez pouvoir donc paramétrer aussi votre ciel nuageux. Donc là, par exemple, je peux changer la densité des nuages. Ce qui est intéressant, c'est que quand le nuage, vous voyez, on voit nettement quand le nuage va passer devant le soleil, il va modifier la luminosité de votre projet, forcément. Quand vous avez un gros nuage, c'est un nuage 3D, c'est des nuages 3D qui sont en arrière-plan ici. Le soleil, s'il est derrière, eh ben, vous aurez vraiment une luminosité globale qui sera totalement impactée, comme dans la vraie vie, quand vous avez un ciel nuageux. Vous pouvez bien sûr changer, vous voyez, bah, on va le voir quand on bouge là, comme si je simulais une animation. Vous voyez très bien que la luminosité change en fonction de la position des nuages. Et dès qu'il y a un gros nuage voilà, qui passe devant le projet, hop, devant le soleil, vous voyez qu'effectivement donc le soleil est totalement absent. Et quand le nuage, on va arriver sur le bord, vous voyez que la luminosité va revenir et des fois va être plus ou moins forte. Donc tout ça se fait de manière très naturelle en fait. On n'y pense pas à l'utilisation vraiment, on paramètre ces nuages, etc. Et quand on fait son animation après, ben, automatiquement, on va avoir des évolutions comme ça au niveau de la luminosité globale quand un nuage va passer devant le soleil. Vous pouvez contrôler aussi la variété de ces nuages. Est-ce qu'ils sont peu variés ou est-ce qu'ils sont assez variés? Ça veut dire qu'en gros, c'est en gros la quantité de nuages. Là, j'en ai très peu, c'est des très gros nuages. Et là, je vais en avoir des plus petits, mais qui seront un petit peu plus éparses comme ça dans le modèle. Euh, on va avoir aussi la quantité de cirrus. Alors ça, vous pouvez enlever tout ça. La quantité de cirrus, c'est les traînées en gros de nuages que vous voyez dans le ciel. Ça, pareil, vous pouvez en mettre quelques-uns. Ça peut être intéressant. Vous avez aussi les traînées de condensation qui sont simulées par Enscape. Donc, on le voit là. Alors, j'en ai mis beaucoup. Ça simule vraiment un avion qui va passer dans le ciel. D'accord? C'est une vraie simulation. Si vous mettez une caméra fixe qui va durer, par exemple, 1 minute, vous allez voir le trait avancer et progresser, comme si l'avion était vraiment en train de voler donc dans l'atmosphère. Donc, c'est assez sympa. Voilà, ça ajoute en fait une petite touche de réalisme. Donc vous voyez, globalement, toute la partie environnement, elle est assez simple à régler. Maintenant, il y a une petite chose aussi qui est additionnelle qui peut être très pratique, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des skybox. Donc les skybox, c'est des fichiers HDR. Donc les fichiers HDR, pour vous montrer un peu ce que c'est, si je vais sur un site qui s'appelle Polyhaven, vous avez donc des HDRI. Et ces HDRI là, vous pouvez donc les retrouver, donc les télécharger ils sont gratuits. Donc Polyhaven, d'accord? Vous les téléchargez. Donc là, vous allez prendre par exemple celui-là. Vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'importer. Donc si par exemple je vais le chercher, on va le prendre, ouais, on va le prendre en 8K. On va pas être trop gourmand parce qu'on peut aller, vous voyez, jusqu'au 19K. On va le télécharger. Bon, comme j'ai la fibre optique, ça devrait être assez rapide quand même si je suis en train de streamer. Voilà, donc c'est téléchargé. Donc il s'appelle Space Shingen. Space Shingen, je sais pas comment ça se prononce. Je vais le charger ici. Donc dans mes téléchargements, il doit être voilà ici, donc Space Shingen. Je l'ouvre. Et donc là, en fait, il va remplacer le ciel Enscape par donc mon fichier .hdr. Donc c'est une image 360 degrés qui va entourer mon projet et qui va être chargée en fait dans le moteur Enscape pour remplacer en fait le ciel existant. Donc vous voyez, automatiquement ça change. Chose intéressante, vous pouvez bien sûr couper la luminosité du soleil. Comme ça, c'est que votre HDR qui va émettre donc la lumière. Cette lumière-là, vous pouvez bien sûr voir et donc la luminosité ici qui va changer donc, vous voyez, la façon d'éclairer en fait de votre projet, d'accord? Vous pouvez aussi bien sûr faire des rotations, pareil que votre arrière-plan tout à l'heure. Là, vous pouvez appliquer une rotation donc directement. Et vous voyez d'ailleurs que là, il y a le soleil qui est là, hein. On le voit ici là. Alors chose intéressante, si je remets le soleil, dans la partie ciel ici, vous avez une petite option à cocher qui s'appelle point le plus lumineux est égal direction du soleil. Par défaut, il va garder la direction de votre soleil qui est paramétrée en fait sur les heures que vous avez paramétrées, donc la géolocalisation dans Revit. Mais si vous cochez ça, il va s'adapter automatiquement au HDR et il va prendre le point le plus lumineux de votre image et l'activer en tant que soleil. Ce qui fait que là, en fait, bah, je vais pouvoir donc, vous voyez, tourner mon image et le soleil vraiment qui tombe sur mon image là, bah, fait tourner les ombres donc dans la même position. Donc je vais avoir les ombres qui vont correspondre vraiment donc à la lumière en fait de mon image d'arrière-plan.
Et ça, c'est quand même super pratique. Donc ça donne des effets assez sympas visuellement. Vous pouvez bien sûr contrôler la luminosité aussi du soleil, etc. Donc tout ça, vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Et vous contrôlez donc tous vos effets. Donc vous voyez que là, par exemple, si je veux avoir un soleil un petit peu moins fort, je peux le baisser un petit peu. Ça me permet d'avoir un éclairage qui est quand même un peu plus doux et qui va correspondre un petit peu plus à la photo d'arrière-plan. Encore une fois, je peux aussi surexposer la photo d'arrière-plan. Attention, dans ce cas-là, il faudra que je surexpose aussi un petit peu la luminosité de mon soleil. Les valeurs par défaut sont importantes ici. Quand vous importez un HDR, si vous voulez que les lumières donc artificielles soient cohérentes, pareil, pensez bien à toujours laisser 100% ici et laisser la valeur par défaut ici de votre éclairage HDR. Dans ces cas-là, vous êtes sûr que tout est cohérent, tout est physiquement correct. Si vous faites ça, bien sûr, vous allez renforcer par exemple l'éclairage artificiel, mais il n'est pas réaliste par rapport à ce que vous devriez obtenir en plein jour. Et donc, vous voyez qu'on peut comme ça importer donc des fonds, donc des images en arrière-plan. Et vous pouvez donner des ambiances totalement différentes. Là, par exemple, j'ai importé effectivement une vue en plein jour. Si je vais dans mes vues à moi, est-ce que j'ai quelque chose de différent? Blueberg Sunrise. Bon, ça s'appelle Sunrise, ça doit être bon. On va prendre l'un ou l'autre, je sais pas, peu importe. On peut charger en fait des effets comme ça de fond HDR assez différents. Coucher de soleil, lever de soleil, voilà, à midi, à 15 heures, etc. Il y a des prises de vue, des photos qui sont prises vraiment pour les HDR à des heures totalement différentes. Et vous voyez que ça va changer en fait totalement la représentation en fait de mon projet. Donc là, pareil, vous voyez que ici le point lumineux correspond au soleil. Donc je suis sur une lumière plutôt, vous voyez, couchante. Bah, d'ailleurs, c'est plutôt a priori une vue en bord de mer. Je vais pouvoir comme ça effectivement donc retrouver mon arrière-plan et c'était assez facilement. Euh, et vous voyez que j'ai des effets de landscape qui sont totalement différents. Donc on va pouvoir comme ça créer des ambiances et ces ambiances-là, en fait, amenées par les fichiers HDR, sont assez intéressantes parce que elles vous permettent, mine de, d'avoir quand même quelque chose d'assez satisfaisant visuellement parce que c'est quelque chose qui est basé sur tout simplement sur de la photo. Donc effectivement, ça peut être assez intéressant. Alors, je sais pas si j'en apporte encore un autre pour vous montrer ce que ça peut donner. On va vraiment créer un côté un peu photoréaliste quand même en utilisant des fichiers HDR qui sont cohérents, parce que ça va quand même être un arrière-plan de type photo et un éclairage qui correspond à l'arrière-plan aussi, donc ça donne des effets assez sympas visuellement. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, c'est une, une vue de type rue, etc. Ça peut être intéressant aussi. Bon, c'est pas forcément adapté ici, parce que a priori, c'est pas forcément pour ce type de projet-là, mais bon, c'est pas très grave. Mais vous voyez qu'on peut, voilà, comme ça, donc avoir une ambiance totalement différente. Et pareil, donc contrôler la luminosité toujours du soleil pour l'ajuster en fait en fonction de la luminosité de ma photo, pour que ce soit cohérent visuellement entre l'éclairage que j'ai sur la photo et l'éclairage que j'ai donc dans mon projet. Voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment créer des effets assez sympas par le biais de ce fichier HDR. Ensuite, on a différents modes d'export. On a vu pour l'instant donc les images. Alors, vous pouvez exporter des vues 360. Hein, vous placez votre caméra et vous exportez donc une vue 360. Alors pour ça, il faut pas être en mode de point de fuite, il faut être en mode perspective. Voilà, quand je suis en mode perspective ici, cette vue 360 là, je peux l'exporter et exporter donc en mono ou en stéréo. Stéréo, c'est pour les gens qui utilisent des Google Cardboard, vous savez les petites lunettes 3D un peu à l'ancienne là. Mais vous pouvez exporter le mode stéréo pour éventuellement donc avoir un effet de profondeur simulé sur un panorama. On peut exporter aussi des visites virtuelles de manière exécutable autonome. Ça veut dire que là, c'est un fichier exe. Ce fichier exe-là, vous le partagez avec votre client. S'il a une machine avec une carte graphique correcte, il pourra donc double-cliquer dessus et ça va lui lancer en fait une fenêtre Enscape comme ça dans laquelle il pourra se balader donc en 100% temps réel. Vous avez aussi en fait en tant qu'utilisateur Enscape la possibilité d'avoir une version web autonome. La version web autonome, c'est tout simplement en fait la possibilité de tout simplement d'avoir un fichier qui est auto-exécutable mais sur Internet. Donc, dans votre espace Enscape, sur le site Enscape, quand vous êtes utilisateur, donc client Enscape, et vous avez une licence, Enscape automatiquement vous crée un espace privé sur le site Enscape, qui est vraiment associé au serveur Enscape uniquement, dans lequel vous pouvez partager donc vos 360 pour créer des visites virtuelles de point à point, ce qui peut être super intéressant. Et vous pouvez aussi retrouver donc vos visites virtuelles autonomes. Donc, ce que vous avez ici, donc version web autonome. Donc là, dans ces cas-là, vous serez sur une vue qui sera en qualité un petit peu dégradée par rapport à ce qu'on a dans Enscape, parce que ça doit tourner sur un navigateur Internet, mais ça marche sur un navigateur Internet. J'ai une question de Mohamed qui me dit, est-ce qu'on peut prendre une photographie d'un environnement personnalisé et l'importer en tant qu'HDRI? Attention, des HDRI, c'est des fichiers .hdr, donc c'est des fichiers 360. C'est un format bien spécifique de 2 par 1 en photo, c'est un ratio 2 par 1, d'accord? C'est pas du 16 neuvième ou du 4 tiers, etc. C'est du 2 par 1. Il faut du matériel vraiment de pro pour faire ce type de photo-là. C'est pas simplement avec un smartphone qu'on va pouvoir le faire. Donc oui, on peut le faire moi-même, mais
regardez sur YouTube, il y a des petits tutos qui existent, comment créer un fichier HDRI, vous en trouverez, qui vous expliqueront un petit peu comment on peut faire ça. Mais oui, oui, c'est possible. Donc on a vu les exécutables, 360, ok, vous avez compris un petit peu le principe. Vous avez un fichier rendu par l'eau ici, un bouton rendu par l'eau qui vous permet d'exporter, comme je vous le disais, donc tout un tas de vues directement. Donc ça, c'est assez pratique. Et enfin, on a le mode vidéo. Donc le mode vidéo qui est là. Alors s'il y a aussi le mode visite virtuelle par casque de réalité virtuelle, ça je voulais pas montrer parce qu'en webinaire je peux pas vous le montrer, mais bien entendu Enscape est compatible avec quasiment tous les casques de réalité virtuelle du marché. Il suffit de le brancher dans votre machine, sur votre machine, vous cliquez sur le bouton et automatiquement donc Enscape va basculer en fait directement donc dans le casque de réalité virtuelle et vous pourrez vous balader donc dans votre projet. Sachant que les manettes de jeux vidéo sont compatibles aussi avec Enscape, donc si vous branchez des manettes Xbox ou des manettes PlayStation par exemple, vous pourrez vous balader dans votre projet avec votre manette de jeu vidéo si vous le souhaitez aussi. Et donc je vous disais, on a aussi bien sûr le mode éditeur vidéo. Je vous ai pas montré le mode collaboration aussi, ça peut être intéressant. Le mode collaboration, il vous permet de créer des annotations dans votre espace ici, qui seront visibles dans les visites virtuelles d'ailleurs, ce qui peut être assez intéressant aussi pour partager le projet à son client. Et vous avez le mode BIM, lui, qui vous permet en fait, en cliquant en fait sur un élément dans Revit, donc de retrouver en fait les données IFC associées à cet élément-là. Voilà, donc ça c'est quand même relativement pratique parce que ça vous permet effectivement d'avoir un viewer IFC ultra joli en l'occurrence, qui est donc vous voyez, tout est intégré directement donc dans Enscape. Donc c'est assez sympa. Voilà, vous pouvez aller prendre par exemple un garde-corps, etc., etc., une fenêtre et voir donc tout ce qui est associé en termes d'éléments donc aux données IFC. Et donc le fameux éditeur vidéo pour terminer. Donc je vous disais, le petit éditeur vidéo, il est assez simple en soi. Vous avez donc une vue ici qui est une vue telle qu'elle est. Alors je vais peut-être la mettre en 2.8 pour que ce soit un peu plus joli. Et donc vous allez pouvoir tout simplement faire des parcours de vidéo. Alors soit vous faites un long parcours pour définir un parcours comme si vous étiez un visiteur, comme si vous marchiez, vous vous déplaciez comme un drone entre guillemets, soit vous faites quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, cinématographique, et vous allez générer tout un tas de parcours différents. Moi, c'est ce que je fais en général, donc je vous montre un petit peu comment ça marche. Vous avez un premier point ici de votre parcours qui est défini. Alors, je vais peut-être basculer sur le ciel pour que ce soit un peu moins. C'était mis en urbain, je crois. Ouais, voilà. On va laisser comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, l'éclairage, il est assez sympa. On va rester comme ça. Donc, je vous disais, là, je clique tout simplement sur le bouton plus en bas. Donc, vous voyez que vous avez une ligne de temps ici. Vous cliquez sur le bouton plus, il va créer en fait une première image clé. Vous voyez que vous avez un petit triangle. Ensuite, vous bougez en fait votre caméra. Donc, avec les contrôles Landscape directement. Et vous allez donc simplement replier sur le petit plus. Donc, vous voyez que là, j'ai fait un déplacement. Il m'a automatiquement calculé ce déplacement-là sur 8 secondes. Alors, rien ne m'empêche, moi, d'aller dire tout simplement ici, je veux une animation qui est plus longue. De désactiver la transition en douceur. Alors la transition en douceur, c'est une accélération au début de la vidéo et une décélération en fin de vidéo. D'accord. Là, si je m'éloigne, vous allez voir le parcours en fait dans la fenêtre Enscape. D'accord. Donc votre parcours est visualisable. Ce qui est intéressant, c'est que là, à tout moment, je peux ajouter une caméra. Par exemple, si je trouve que la ligne droite ici ne me plaît pas, j'aimerais bien décrire plutôt une courbe. Je vais mettre une caméra, par exemple, plutôt ici au milieu. Je vais reculer légèrement cette caméra-là. D'accord. Et donc là, je vais la mettre à jour. Ok, quand j'ai fait ça, je ressors et vous voyez que là, effectivement, j'ai donc créé une caméra où j'ai légèrement reculé et donc ça va me décrire en fait tout simplement une sorte de petite courbe et je vais pouvoir donc cliquer sur, alors je vais enlever la transition de ça, je vais cliquer sur Play pour visualiser en fait le rendu final en gros de effectivement ma caméra. Enfin, il va me la générer normalement s'il va bien. Voilà. Et donc là, j'ai un parcours, vous voyez, qui va durer 10 secondes d'animation, tout simplement. Et j'exporte mon animation. Alors aujourd'hui, il y a des petites choses encore qui n'existent pas en termes d'animation. Je peux pas animer d'objets, donc j'ai pas d'animation de véhicule ou d'animation de personnage. La 3.2 qui vient d'intégrer, vous voyez, le positionnement des objets directement dans l'After Enscape, à mon avis, annonce des modifications à ce niveau-là pour les prochaines versions. Donc ça devrait pas tarder. Enscape, il n'y a pas de secret, a levé énormément auprès d'investisseurs en début d'année, donc ils ont doublé les effectifs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup. Il y a une version Mac qui sortira d'ailleurs l'année prochaine s'il y a des gens qui sont plutôt très typés Mac dans vos contacts. Donc ça existera aussi bientôt sur Mac, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Donc pour l'instant, en tout cas, on peut pas animer d'objets. Voilà, c'est la seule petite chose à savoir. Vous pouvez bien sûr prendre chaque ici caméra et chaque caméra, vous allez pouvoir changer l'heure du jour, vous allez pouvoir changer le point de focal,
le champ de vision, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet de déterminer, vous voyez, par exemple, même l'horodatage. Là, il s'est mis automatiquement au milieu de mon animation, donc à 5 secondes. Mais si je veux le mettre plutôt à 8 secondes, je peux changer ici l'horodatage et dire que ce point-là, je l'atteins donc au bout de 8 secondes. Voilà, tout simplement. Donc on peut voilà, générer de la vidéo comme ça, sachant qu'une fois que vous avez fini ici, vous cliquez tout simplement sur exporter. Alors on va se mettre peut-être pas en Ultra HD, mais en Full HD. On va laisser en 30 images par seconde. Qualité de compression, on va te mettre maximum. Et on va dire exporter. On va mettre ça par exemple sur le bureau. Et donc je vais exporter tout ça. Donc quand j'exporte une animation, Enscape va toujours pareil calculer ça sur la carte graphique. Il va pré-générer en fait le parcours. Une fois qu'il va pré-générer le parcours, ensuite il va vous calculer image par image votre animation. D'accord? Les temps d'animation, alors toujours pareil, là je suis en webinaire, donc ça va prendre forcément en performance, même si je suis en Full HD. Mais vous voyez que là, pour sortir un film en Full HD, il va me falloir aller au bas mot, au maximum entre 30 secondes peut-être et 1 minute pour générer 10 secondes d'animation. Donc vous vous doutez bien qu'en termes de performance, aujourd'hui Enscape, sur la partie temps réel, c'est vraiment l'outil le plus performant qui existe sur le marché. Et le rapport qualité-temps est assez exceptionnel. Il y a vraiment un rapport qui est quand même assez excellent et qui vous permet effectivement d'obtenir des films de 1 ou 2 minutes très rapidement avec Enscape. En quoi, allez, une demi-heure, on est capable de sortir un film de 2 minutes sur une machine portable comme la mienne, par exemple, là, avec une carte graphique qui a aujourd'hui 2 ans déjà. Donc une carte graphique qui est beaucoup moins chère que celle qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, sur le marché. Donc on est vraiment sur des performances haut de gamme et sur une qualité qui est plus que satisfaisante, hein. Si je vous montre encore une fois des petits exemples que j'ai donc de calcul. Alors ça, c'est le rendu Enscape officiel. Ça, c'est des images que moi j'ai produites. Donc vous voyez que c'est des rendus qui sont non retouchés, hein. Vous avez même la date dans le nom en haut, vous voyez. Donc effectivement, c'est des rendus purs d'Enscape en sortie. Vous voyez qu'on a des effets quand même qui sont assez sympas en termes de végétaux, d'herbes, de véhicules aussi, etc. Des rendus d'intérieur, vous pouvez avoir des vues de nuit, etc. Vous voyez que là, la lumière sur le canapé est quand même très réaliste, je trouve. On a des effets assez sympas. Alors la vue que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, des extérieurs. On peut vraiment sortir tout un tas de vues différentes. On peut faire de l'objet, voilà, du bâtiment, de l'urbanisme, du paysagisme. On peut faire vraiment tout un tas de choses avec Enscape. Sachant que, alors ça c'est mon fichier de démonstration sur SketchUp notamment, sachant qu'on peut, voilà, vous voyez, obtenir des qualités quand même qui sont ultra satisfaisantes, qu'on soit architecte, architecte d'intérieur, paysagiste, urbaniste, etc. On est vraiment sur un outil qui est qualitatif, malgré les performances qu'il offre. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez bien en termes de rapport qualité-performance. Voilà, une petite vue sous la neige. Et la même au printemps. Donc vous voyez qu'on on a vraiment effectivement la possibilité de sortir des choses assez sympas. Bah là d'ailleurs il a fini. Voilà, donc il a fini, vous voyez le petit film, il a pris quelques secondes. Et donc j'ai calculé comme ça donc 10 secondes d'animation en Full HD, donc directement depuis Enscape. Donc on peut vraiment faire des choses super avec Enscape. C'est un outil qui vaut vraiment le détour. Vous avez une version d'évaluation qui est une version de 14 jours à partir de la date d'installation. Donc quand vous l'installez, pensez bien que vous avez 14 jours pour l'essayer. Enscape est compatible avec Revit, mais il est aussi compatible avec SketchUp, Vectorworks, Archicad et Rhino. D'accord? Donc ces 5 logiciels-là, quand vous installez Enscape, s'il les trouve sur la machine, il va automatiquement s'installer dans chaque logiciel. D'accord? Sur Revit, on est compatible normalement, je crois, sur les. Alors je sais pas si j'ai un doute, je vais quand même vérifier. J'allais peut-être dire une bêtise. Sur SketchUp, oui, mais sur Revit, voilà, j'allais pas dire une bêtise. Sur Revit, on est compatible avec les 5 dernières versions et sur SketchUp sur les 4. Voilà, sur Archicad, vous voyez, on respecte aussi les 5 dernières, Rhino les 2 dernières et sur Vectorworks, vraiment la version 2021 et 2020, les 2 dernières. Voilà, donc vous avez une version d'évaluation de 14 jours. N'hésitez pas à l'installer, à l'essayer. Vous avez deux types de licences avec Enscape. Vous avez la licence fixe et la licence flottante. La licence fixe, c'est une licence qui se met sur un poste. Une fois qu'elle est activée, il faudra la désactiver pour la réactiver ailleurs. Par contre, la licence flottante, c'est une licence que vous pouvez activer sur autant de postes que vous voulez. Le premier qui lance Enscape, il a gagné. Donc, si vous êtes par exemple sur un cabinet d'archi et que vous êtes par exemple 10 architectes potentiels utilisateurs d'Enscape, sur les 10 architectes, si vous avez acheté 2 licences flottantes, les 2 premiers qui lancent Enscape, même si Enscape est lancé sur les 10 machines, c'est les 2 qui pourront l'utiliser. Le troisième, quand il va lancer Enscape, il y aura un message d'erreur qui lui dira attention, Enscape est déjà lancé sur 2 autres postes, il faut attendre qu'un poste soit quitté pour pouvoir le relancer. Ok, donc vous avez voilà licence flottante et licence fixe. La licence flottante, elle est aux environs de 500 € hors taxe à l'année. Donc c'est voilà une quarantaine d'euros par mois.
La licence flottante, elle est à un peu plus de 750 de mémoire, je crois, donc on est à un peu plus de 60 euros par mois. Voilà. Mais elle offre un peu plus de souplesse en termes effectivement d'activation. Écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Je finirai juste par une chose, avant de regarder si vous avez des questions additionnelles. N'hésitez pas, si vous êtes utilisateur de YouTube, à vous inscrire à la chaîne Enscape France que j'ai lancée. Alors, vous voyez qu'on a déjà 423 abonnés en moins d'un an. C'est un produit qui monte très très vite, Enscape, hein, qui se répand assez rapidement. J'ai fait une petite vidéo là, la semaine dernière sur les nouveautés de la 3.2. Vous avez aussi des tutoriaux. Là, par exemple, vous voyez l'éclairage naturel et artificiel sur Revit spécialement. Donc, c'est une vidéo de 15 minutes. Vous avez tout un tas de vidéos. Alors, même les vidéos SketchUp, elles sont utiles même pour les gens qui sont sur Revit. Sachant que l'expérience Enscape, je ne l'ai pas précisé, mais est identique sur tous les logiciels de conception. Donc ça, c'est vraiment super. C'est que si vous êtes utilisateur, par exemple, de Revit et de SketchUp, vous aurez la même expérience sur Revit et sur SketchUp. Vous ne serez pas perdu quand vous allez changer de version d'Enscape entre SketchUp et Revit. Donc ça, c'est assez pratique. Et vous avez aussi un groupe Facebook qui est sympa, où on est vraiment sur un groupe utilisateur. Il n'y a pas de pub spécialement ou quoi que ce soit. On fait des pubs, enfin, forcément, on parle du Black Friday, etc. Mais on est sur un groupe de partage où voilà, on partage des vues. Vous voyez, là, par exemple, c'est Pierre-Jean, qui est un utilisateur Enscape, qui fait des vues quand même assez sympas avec Enscape d'intérieur. Mais voilà, on est sur un groupe de partage, donc n'hésitez pas effectivement à vous inscrire aussi. Ça fera toujours plaisir d'être plus nombreux, voilà, sur les médias. Et comme vous le disiez, Mathilde, bien sûr, vous pouvez retrouver Man Machine France sur tous les réseaux sociaux, hein. Donc n'hésitez pas à nous suivre nombreux. Voilà. J'en ai terminé avec cette présentation. Donc, comme je vous le disais, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. Je voulais voir s'il y avait d'autres questions éventuellement, juste avant de terminer la présentation. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est OK de votre côté? Soyez pas timide, je peux réactiver d'ailleurs les micros si vous le souhaitez. Donc là, si vous voulez activer votre micro, vous pouvez, hein, si vous voulez parler, mais sinon, on est en fin de webinaire. Donc si tout ce que vous avez vu bah, vous a plu, écoutez, tant mieux. Alors, j'ai une question de Jawad qui dit est-ce qu'elle fait la note de calcul éclairement? Non, il le fera pas, par contre, ça, non. Jour et nuit. Non, non, non. Non, je suis désolé, Jawad. Alors, je sais pas si je prononce bien votre prénom, je suis désolé si je me plante. Non, non, ça, c'est pas aujourd'hui, en fait, à l'heure du jour sur Enscape, malheureusement. Peut-être que ça viendra, et pareil, n'hésitez pas à demander. D'ailleurs, il n'y a pas que le bouton feedback, hein, il y a aussi un forum officiel Enscape, si vous voulez aller sur le site enscape3d.com. Pour éventuellement bah, tout simplement partager votre expérience, faire des demandes, etc. Si vous voulez une version d'évaluation, vous l'avez à disposition aussi sur le site Man Machine, d'accord? Donc Man Machine France a un site web et vous pouvez retrouver aussi dessus normalement les versions d'évaluation d'Enscape. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez aller la télécharger directement depuis Man Machine. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à cette présentation, à vous souhaiter une très agréable fin de journée, de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis donc rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires Man Machine France. À bientôt, bonne journée, au revoir.